Bonsoir chers compatriotes et bienvenue dans votre édition d'Inside News RDC. C'est un honneur chaque soir de vous retrouver et de partager avec vous l'information qui façonne notre présent et dessine notre avenir. Notre engagement reste inchangé. Vous apportez les faits dans leur vérité brute, car votre droit à une information claire et rigoureuse est le fondement de notre démocratie. Ce soir, alors que les échos des fêtes de fin d'année résonnent encore, la réalité de la nation nous rattrape avec une force implacable. Entre le bruit des armes qui tonnent de nouveau dans l'Est et les murmures qui agitent les couloirs du pouvoir à Kinshasa, se joue une partition décisive pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Au cœur de notre édition ce soir, nous analyserons la contre-offensive militaire au Sud Kivu, où l'armée congolaise semble reprendre l'initiative face au M23. Nous reviendrons en détail sur la controverse politique qui secoue la capitale après les déclarations d'un ministre remettant en cause la nature même du mandat présidentiel. Nous questionnerons ensuite l'offensive diplomatique de la RDC pour mobiliser le continent, alors que la crise humanitaire atteint des sommets tragiques. Et enfin, nous verrons comment derrière ces titres se cachent des millions de vies suspendues, des familles qui, à l'image des déplacés de l'Ituri, ont passé Noël dans le dénuement et l'angoisse. Restez avec nous. Nous commençons par la situation sécuritaire, là où la nation se défend. La situation sécuritaire dans l'Est de notre pays reste le baromètre de la stabilité nationale. Chaque avancée, chaque recul sur le terrain militaire a des répercussions immédiates sur la vie de millions de nos compatriotes et sur l'équilibre politique de la nation. Ces derniers jours, les développements militaires au Sud Kivu marquent un tournant potentiellement décisif dans le conflit qui nous oppose aux rebelles du M23 et à leurs alliés. L'armée congolaise a mené une série d'opérations d'envergure qui ont changé la dynamique sur le terrain. Entre le 22 et le 26 décembre, après 5 jours d'intenses affrontements, les FARDC, appuyés par les résistants patriotes Wazalendo, ont repris le contrôle de plusieurs localités stratégiques dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Les villages de Makobola 1 et 2, Kiringé et Katuta sont de nouveau sous contrôle loyaliste. Ce matin même, vendredi 26 décembre, la contre-offensive a pris une nouvelle dimension avec des frappes de drones ciblées sur 2 bateaux rapides du M23 au port de Kalundu dans la ville d'Uvira. Selon les porte-paroles de l'armée, le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji Reagan et le capitaine Sylvain Bijanou, ces actions constituent une réponse à une tentative de surprise de l'ennemi. Ils parlent d'une lourde défaite infligée à la coalition AFC M23 RDF, affirmant que cette opération vise à libérer chaque centimètre du territoire national. Sur le terrain, les 2 navettes armées ont été détruites, plusieurs rebelles neutralisés et des effets militaires saisis. Suite à ces revers, les rebelles auraient délocalisé leur état-major vers Routma et se seraient retirés de Makobola pour se concentrer dans les escarpements de Luanga. La confirmation de la frappe par drone est venue du camp adverse lui-même. Mathieu Kineza, porte-parole du M23, a reconnu l'attaque tout en dénonçant l'attitude du gouvernement congolais et en appelant au respect des accords signés. Cette reprise de terrain par les FARDC peut-elle se transformer en une victoire durable, ou assistons-nous à un simple rééquilibrage tactique avant la prochaine offensive? Au-delà des communiqués militaires, quelle stratégie est mise en place pour sécuriser durablement les populations civiles et empêcher le retour des groupes armés? Cet effort de guerre, aussi nécessaire soit-il, se déroule dans un contexte de tensions politiques palpables qui couvent à Kinshasa. Pendant que nos soldats se battent sur le front de l'Est, le débat politique à Kinshasa révèle des fractures profondes sur la nature même du pouvoir et de la démocratie. Des déclarations récentes posent des questions fondamentales sur l'avenir institutionnel de notre pays et le respect de notre Constitution. Une phrase, devenue virale depuis le 25 décembre, a mis le feu aux poudres. Lors d'une interview à Mbuji-Mayi, le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, a affirmé que le président Félix Tshisekedi n'a plus un mandat, il a une mission.
et vous savez qu'une mission n'a pas de mandat. Pour justifier sa position, le ministre a évoqué les détracteurs du chef de l'État, laissant entendre qu'une situation exceptionnelle justifierait de s'affranchir du cadre constitutionnel des 2 mandats. Cette déclaration fait écho à ses propos du 30 juillet dernier, où il soutenait déjà que la nation devait 7 ans au président Tshisekedi. Cette vision se heurte frontalement aux cris d'alerte lancés depuis son exil par l'ancien gouverneur Richard Muyej. Ce dernier dénonce une gouvernance fondée sur l'intimidation et la peur, un système visant, selon lui, à réduire au silence toute voix dissidente. Il évoque des arrestations arbitraires, la suspension des activités des partis politiques et un pillage systématique des ressources nationales qui sape la confiance des citoyens. Face à ce qu'il qualifie de dérives autoritaires, Richard Muyej se joint à l'appel des évêques de l'ECC et de la SENCO, qui préconisent la convocation urgente d'un dialogue véritablement inclusif et sincère comme seule voie possible pour préserver la cohésion nationale et consolider l'état de droit. Lorsque des membres du gouvernement remettent en cause la notion même de mandat électif, la démocratie congolaise est-elle en train d'évoluer ou de régresser? Ces dérives sémantiques ne sont-elles pas le symptôme d'une crise de confiance plus profonde entre les gouvernants et une partie de la population qui réclame des comptes et le respect du cadre constitutionnel? Cette crise politique intérieure se double d'une gestion complexe de la crise sur la scène internationale. La crise dans l'Est n'est pas qu'une affaire militaire ou politique interne. C'est un nœud géopolitique complexe qui force la République démocratique du Congo à redéfinir ses alliances et à chercher des solutions au-delà de ses frontières, en pointant notamment une responsabilité directe de son voisin rwandais. Cette semaine, à Kinshasa, la présentation du livre « Rwanda, assassin sans frontières » de la journaliste britannique Michelle Arong a offert une tribune de choix au narratif congolais. L'ouvrage dresse un portrait sombre du régime de Kigali, l'accusant d'éliminer ses opposants, à l'image de l'ancien chef du renseignement, Patrick Karegeya. En reliant ces accusations aux allégations de soutien du Rwanda au M23, cet événement culturel est devenu un acte politique, renforçant le discours officiel de la RDC. Sur le terrain diplomatique, l'activisme est intense. Le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, a mené une tournée marathon de Lomé à Pretoria, en passant par Lusaka et Ahare. Son objectif ? Exposer la situation sécuritaire et humanitaire et plaider pour une réponse africaine concertée et une diplomatie africaine forte, capable d'apporter des solutions africaines aux crises africaines. Pendant ce temps, la réalité régionale rappelle l'urgence de la situation. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a salué ses troupes déployées en RDC, alors même que son pays fait face à un afflux massif de réfugiés. En seulement 2 semaines, plus de 84 000 Congolais fuyant les violences au Sud Kivu ont franchi la frontière pour entrer au Burundi, saturant les capacités d'accueil et soulignant le coût humain direct et transfrontalier de ce conflit. La RDC peut-elle convaincre le continent d'adopter une position ferme contre le Rwanda alors que les intérêts économiques et stratégiques divergent entre les États africains? Cette offensive diplomatique produira-t-elle des résultats concrets sur le terrain ou restera-t-elle au stade des déclarations d'intention face à une crise qui s'enlise? Et pendant que la diplomatie s'active, sur le terrain, ce sont les populations civiles qui paient le plus lourd tribut. Derrière les cartes d'état-major, les communiqués militaires et les joutes politiques se cache une tragédie humaine silencieuse mais immense. Alors que la nation célébrait Noël, des centaines de milliers de nos compatriotes déplacés ont vécu cette fête dans le dénuement le plus total. Un rappel brutal du coût réel de la guerre. Dans le site de déplacés de Kigonze à Bunia, la journée du 25 décembre n'avait rien de festive. Elle était marquée par la tristesse et la grande précarité. Les témoignages recueillis sur place sont poignants. Baudouin Nguna, un père de famille sexagénaire, nous confie
cette fête ne s'est pas bien passée pour nous. Nous n'avons rien à manger, pas d'argent. Je ne sais pas comment cela se passe ailleurs, mais ici, on ne sent pas la joie de Noël. Quand les gens sont heureux, ça se voit. Ici, je ne pense pas que les gens soient contents. La détresse est encore plus vive chez de nombreuses femmes, dont les maris ont été récemment arrêtés par les services de sécurité pour des raisons qu'elles disent ignorer. Seules, elles peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. « Nous vivons dans l'angoisse », raconte l'une d'elles. « S'ils étaient libérés, nous aurions peut-être pu organiser un petit repas en famille. » Ce tableau sombre contraste de manière saisissante avec le message de fin d'année du gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama. Ce dernier a dressé un bilan globalement positif des actions menées sous l'état de siège, parlant de progrès significatifs et appelant la population à l'unité et au patriotisme. Un discours qui semble bien loin de la réalité vécue par les milliers de familles de Kigonzé. Alors que les autorités parlent de progrès significatifs, comment expliquer que des milliers de familles passent les fêtes dans une telle détresse? Quelle est la priorité réelle? La consolidation du pouvoir ou le soulagement immédiat des souffrances de millions de déplacés qui aspirent simplement à la paix et à la dignité? Les défis de la nation ne se limitent pas à la guerre. Ils touchent aussi au fonctionnement quotidien de l'État et à la confiance que les citoyens placent en lui. La confiance des citoyens en l'État se joue autant sur le front militaire que dans la gestion quotidienne des affaires publiques. La lutte contre la corruption et l'impunité reste un combat permanent qui se mène à tous les échelons de la société, du sommet de nos provinces jusqu'au contact direct avec la population. Deux événements récents illustrent les deux facettes de ce défi national. Au Maniema, le gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse a rejeté en bloc, ce 25 décembre, des accusations de détournement de 5 millions de dollars portées par son ancien adjoint. Qualifiant les preuves de fabriquées, il a appelé au sérieux dans un dossier qui est désormais entre les mains de la Cour de cassation. Pendant ce temps, à Kinshasa, une autre bataille se joue dans la rue. Le 24 décembre, l'inspecteur général de la police, Philémon Patience Mechi Diave, a lancé une opération de grande envergure pour traquer les policiers tracassiers qui profitent des festivités pour extorquer la population. Ces deux faits, bien que d'échelles différentes, révèlent un même enjeu, l'effort pour restaurer l'intégrité et la discipline au sein de nos institutions. Ces défis de gouvernance sont souvent intimement liés aux enjeux économiques qui les sous-tendent. Le secteur minier est le cœur battant de l'économie congolaise, une source de richesse immense, mais aussi, trop souvent, de conflits et de pratiques illicites. Les récentes tentatives de régulation visent précisément à transformer cette richesse potentielle en un véritable levier de développement souverain et responsable. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, a exprimé ce 25 décembre son soutien ferme à un arrêté du ministre des Mines, Louis Watoum. Cette décision suspend à titre préventif les activités de certaines entités de traitement dans la filière cupro-cobaltifère. Le directeur général du SAEMAP a tenu à clarifier que la mesure ne vise pas les exploitants artisanaux eux-mêmes, mais bien les pratiques illégales qui gangrènent la chaîne d'approvisionnement, notamment l'approvisionnement illicite, l'envahissement des concessions minières et le non-respect des normes de conformité. L'objectif à long terme est de formaliser la petite mine et de professionnaliser les coopératives en les intégrant dans des circuits officiels comme celui de l'entreprise générale du cobalt, EGC, pour une gouvernance minière plus transparente et bénéfique pour le pays. Mais pour que les ressources du sous-sol profitent à tous, il faut des infrastructures capables de connecter le pays. Le développement économique et l'unité de notre vaste pays reposent sur des infrastructures fiables. Cependant, la réalité quotidienne expose trop souvent la vétusté des équipements et les défis immenses de la maintenance et de la construction. Un récit en deux temps illustre cette situation. Ce vendredi 26 décembre,
À l'aéroport international de Njili, la crevaison des pneus d'un avion cargo au décollage a paralysé le trafic pendant quelques heures. L'incident, bien que préoccupant, a été rapidement maîtrisé, montrant une capacité de réaction des services aéroportuaires. En revanche, un problème de fond persiste sur nos routes. Au Maniema, sur la route nationale 31, reliant Kindu à Kasongo, les travaux de réhabilitation sont considérablement ralentis. Selon le ministre provincial James Kimbayou, la vétusté des engins et les pluies abondantes empêchent l'Office des routes d'avancer. Cet exemple met en lumière les difficultés structurelles qui entravent le développement d'axes routiers pourtant essentiels pour l'économie et le désenclavement des populations. Nous quittons maintenant l'actualité sociopolitique pour un sujet qui, nous le savons, passionne toute la nation, le football. Vu qu'une simple rencontre sportive, le match de demain est un rendez-vous avec l'histoire, une occasion pour la nation de vibrer à l'unisson, d'oublier pour 90 minutes les difficultés du quotidien et de s'unir derrière un seul drapeau. C'est le choc que tout le monde attend. Ce samedi 27 décembre, à Tanger, nos léopards affrontent les lions de la Teranga du Sénégal pour la deuxième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations. L'enjeu est immense. Après leurs victoires respectives entre le Bénin 1-0 pour la RDC et le Botswana 3-0 pour le Sénégal, le vainqueur de cette confrontation prendra seul la tête du groupe et fera un grand pas vers la qualification. L'heure est à la confiance et à la détermination dans le camp congolais. Le sélectionneur, Sébastien Desabre, se montre confiant dans la capacité tactique de ses joueurs. Nous avons des joueurs tactiquement à l'aise pour mettre en difficulté cette équipe du Sénégal, a-t-il prévenu. Un sentiment partagé par le milieu de terrain Samuel Mutusami, qui affiche l'ambition du groupe. C'est l'une des plus grosses équipes d'Afrique. On a envie de leur montrer qu'on est capable de les battre. Côté sénégalais, le sélectionneur Pape Thiaw ne cache pas son respect pour notre équipe. La RDC est une grosse équipe. Ce sera une opposition de haut niveau. Ce match a une saveur toute particulière car la RDC n'a plus battu le Sénégal en match officiel depuis plusieurs décennies. Briser cette malédiction serait un exploit retentissant. L'équipe a quitté Rabat pour Tanger cet après-midi, prête pour ce qui s'annonce comme un véritable choc des titans. L'heure est venue de refermer cette édition. Si nous devions retenir 4 points essentiels de l'actualité de ce 26 décembre 2025, ce seraient ceux-ci. Sur le front, la détermination des FARDC qui reprennent du terrain et frappent des cibles stratégiques du M23 au sud Kivu. À Kinshasa, le débat politique s'enflamme autour de la nature du pouvoir présidentiel, révélant de profondes fractures idéologiques. Sur la scène diplomatique, l'appel de la RDC à une solidarité africaine face à une crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour, notamment en Ituri. Et enfin, le cœur de toute une nation qui battra demain à Tanger pour ses léopards en quête d'un exploit historique. La pensée qui me vient ce soir est inspirée par le contraste entre la détresse des déplacés de Kigonzé et la ferveur qui unit le pays derrière notre équipe nationale. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir d'un lendemain meilleur et la force de notre unité peuvent nous porter. La solidarité n'est pas un vain mot, c'est notre plus grande richesse. Merci de votre fidélité. Quant à ma part, je vous retrouverai dans la nouvelle année 2026, vous laissant aux mains de toute l'équipe d'Inside News RDC pour votre prochaine édition d'information. Je profite ainsi pour vous laisser mes vœux. À l'aube de 2026, je vous adresse des vœux sincères de paix, de santé et de clarté d'esprit. Que l'année à venir soit marquée par des avancées concrètes, des choix justes et une stabilité durable dans vos vies. Merci encore pour votre fidélité et votre attention constante. Que le Tout-Puissant veille sur notre nation. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée!